Au labo METIS, METI2S, milieux environnementaux, transformation et interaction hydrosystème-sol. Ça fait un mot comme ça qui se suivent. À Sorbonne Université. Elle a contribué à plusieurs phases du programme Pirensen, qui est un programme qui, depuis 1989, permet à des scientifiques de travailler sur différentes thématiques, et notamment la Bassée. Donc il y a une grande expertise sur le fonctionnement hydrologique de la Bassée au sein du Pirène. Et Agnès est aussi membre de l'agriculture de France, comment on appelle ça ? De l'Académie de l'agriculture de France, pardon. Elle est aussi scientifique en rébellion et pour faire des actions publiques pour la prise en compte de la crise climatique et écologique. On ne va pas dire contre. Et ben voilà, Agnès, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Dans les deux pièces? Oui. Donc merci d'être si nombreux. Merci aux organisateurs et aux organisatrices. Elles étaient plus nombreuses que les organisateurs. Et merci à tous d'être là. Donc Scientifiques en rébellion, c'est un mouvement d'environ de quelques centaines de scientifiques professionnels en France, dans les universités, dans les organismes de recherche comme le CNRS ou l'INRAE. Et on est mobilisé en marge de notre activité professionnelle pour lutter contre la crise écologique et climatique par différents moyens, parfois la désobéissance civile non violente, et du coup ça nous amène à soutenir des luttes locales, comme celle qui est portée ici par l'association Bassée Vivante. J'ai dû oublier une lettre, mais vous me pardonnerez. Donc pour la journée mondiale des zones humides aujourd'hui, je vais vous faire une présentation essentiellement en deux temps. D'abord, je vais vous parler de ce que c'est qu'une zone humide d'un point de vue scientifique et environnemental. On parlera de définition, de fonctionnement hydrologique, des fonctions environnementales des zones humides. Je vous parlerai aussi un petit peu de quelque chose qui, à titre professionnel, j'ai pas mal fait, c'est cartographier les zones humides, parce que c'est pas facile. Et je vais vous montrer ça, j'espère, de manière pédagogique. Ça m'amènera à vous expliquer ce que vous savez déjà, à savoir que c'est des milieux qui sont en forte régression, ils sont très menacés. On passera brièvement en revue les principales raisons, qui sont les mêmes dans le monde entier, essentiellement, qui sont liées au fait qu'on est dans l'Anthropocène, et qui s'applique aussi dans le cas de la Bassée. Ça sera ma deuxième partie. Je vous apprendrai sans doute pas grand-chose, mais ça sera la base pour la discussion qui suivra. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une zone humide ? Essentiellement, c'est une zone de transition entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Et ça impose la présence d'eau en assez grande quantité, qu'elle soit douce ou salée, parce qu'il y a des zones humides saumâtres. Et cette eau présente en grande quantité, elle peut être soit dans le milieu sous le sol, dans le sol, dans quel cas elle est peu visible, si ce n'est par la biodiversité, la flore qu'elle permet. Mais elle peut aussi être visible, c'est le cas des inondations. Et en venant, on a eu la chance de profiter d'une visite par quelques personnes avant la conférence. On voit très bien les inondations, là, par endroits, par remontée de nappes, dont vous êtes coutumés. Et donc, cette présence d'eau en grande quantité, elle est là de manière permanente, parfois, dans certains types de zones humides ou temporaires. Donc j'ai marqué ici, je ne lirai pas tout, la définition selon l'article du Code de l'environnement pour la France, des zones humides. Et donc vous retrouvez ces éléments, en fait, des critères hydrologiques, terrain habituellement inondé ou gorgé d'eau douce, etc. Mais il y a aussi un critère écologique, qui est souvent mobilisé pour définir une zone humide. Donc des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l'année. Hydrophiles, ça veut dire que c'est des plantes qui aiment l'eau. Et de manière générale, à cause de la présence d'eau en grande quantité, les zones humides sont des écosystèmes particuliers avec une biodiversité spécialisée, inféodée à la forte humidité, ce qui fait que si la zone est desséchée, la zone humide est desséchée, l'écosystème est très menacé et peut disparaître. Et ces écosystèmes sont aussi généralement très riches parce que la présence d'eau permet à la végétation en particulier d'être fortement productive en biomasse et donc ça alimente tout un écosystème et
chaînes trophiques très, très, très riches. Donc parmi les exemples de zones humides, et ce n'est pas exhaustif, on trouve les tourbières, les prairies inondées, les marais, les prés salés en littoral, les forêts alluviales, les mangroves ou les plages qui sont aussi des zones humides. Et puis, en fait, les difficultés pour les scientifiques qui étudient les zones humides, c'est qu'il n'y a pas une définition des zones humides, il y en a plein, et du coup, la définition est ambiguë. Par exemple, les mares font de manière générale partie des zones humides, les étangs souvent aussi, les lacs ça va dépendre de la taille, les cours d'eau, bon, ben, en fait c'est des milieux humides, mais c'est aussi pour certaines personnes ça n'est pas des zones humides externes. Bien, je reparlerai un petit peu de tout ça quand je vous parlerai de cartographie. Donc, le point important, c'est que ce n'est pas toujours facile. Critères hydrologiques, critères écologiques, pas toujours facile, et milieux de transition, en gros, c'est quand même la base de la définition imparfaite d'une zone humide. On va faire la même chose en images. Voilà des photos de différents types de zones humides telles qu'on peut en trouver dans différents endroits de la planète. Il y a beaucoup de zones françaises, mais pas que, enfin françaises métropolitaines. Et donc, vous voyez, dans un certain nombre d'entre elles, alors je vais utiliser, ouais. Donc, dans le marais Poitevin, au Canada, dans une mangrove tropicale, une prairie humide probablement française. Je ne sais pas où c'est, mais je voulais un oiseau. Une tourbière acide, la baie du Mont-Saint-Michel, là on voit de l'eau. Hein. Donc là, le critère hydrologique, il est rempli. Le critère écologique, on le voit avec les deux photos de droite des animaux, mais aussi les sphènes, la mangrove, donc la biodiversité végétale, ça définit aussi les zones humides. Et puis, pas toujours facile, eh bien, les deux photos là qui sont en bas à gauche illustrent ce point. Premièrement, la tourbière des Pyrénées ariégeoises, là, à l'œil, on ne voit pas d'eau. Mais pourtant, de l'eau, il y en a. Elle est cachée par la végétation, elle n'affleure pas. Par contre, je suppose que si on va marcher sur ce tapis végétal, il vaut mieux avoir des bonnes chaussures. La baie du Mont-Saint-Michel, qui est un des 55 sites labellisés Ramsar, c'est les très grandes zones humides du monde, définies depuis 1971. Enfin, la convention, en tout cas, à 54 ans, je suis née en 71, donc j'ai pas fait de calcul de tête, c'est juste mon âge, vous montre en fait, dans une grande zone humide, tous les problèmes d'échelle, la diversité à toutes les échelles de la présence d'eau, visible ou pas. Et du coup, imaginez-vous, vous devez cartographier où est la zone humide vraiment du Mont-Saint-Michel, et c'est pas facile. Donc c'est pas facile. Mais c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui définit au fond une zone humide en général? Donc, on a dit la présence d'eau en grande quantité, à plus ou moins grande profondeur de la surface du sol, parfois au-dessus de la surface du sol. C'est pas... bon, j'aurais dû écrire en plus gros. Hein. Donc, en tout cas, il me semble que les endroits où on trouve les zones humides, c'est presque toujours, voire toujours, dans les creux. Pourquoi? Parce que l'eau, elle coule sous l'effet de son poids vers le bas et elle s'accumule dans les creux des paysages. Ça, c'est pour l'eau qui viendrait, qui arriverait par ruissellement ou par la pluie, et c'est une des formes d'alimentation des zones humides. Surtout quand on a un sol qui est plutôt imperméable. Mais il y a une autre source très importante d'alimentation des zones humides, ce sont les nappes phréatiques, et c'est le cas ici dans la Bassée. Et donc la nappe phréatique, c'est la partie du milieu souterrain qui est poreux et qui est gorgé d'eau, et dont la limite supérieure, elle est cette ligne qui apparaît en bleu là, sous mon pointeur. Et cette eau, c'est une nappe phréatique, c'est de l'eau qui n'est pas stagnante, c'est de l'eau qui coule, toujours sous l'effet du poids de l'eau finalement, et elle coule vers des drains qui sont des drains naturels, parfois elle coule vers des drains artificiels, quand les milieux sont drainés, mais il y a des drains artificiels qui sont les rivières, qui sont le niveau minimum localement des nappes phréatiques. Et par contre, il est possible qu'elles interceptent des creux,
hein, et donc ça fait des petits étangs ou des petites mares qui vont être en eau, alimentés par la nappe phréatique, et qui sont des zones humides en fait. Et les gravières qu'il y a dans la Bassée, qu'il y en a partout tout autour de nous, en fait finalement c'est ce genre de situation, sauf que le creux n'est pas naturel, mais il a été créé par l'extraction des granulats. Et donc c'est l'eau de la nappe que vous voyez dans ces gravières. Voilà, et donc l'eau là-dedans coule, par endroit elle affleure, par endroit on voit un plan d'eau, et en général, même si on ne voit pas l'eau, elle est pas loin en profondeur. Là vous avez un exemple du même type, on peut dire que c'est quelque part un zoom sur cette zone riparienne, donc les zones qui sont le long des cours d'eau. Riveraine en français, en fait, c'est un anglicisme de dire riparienne. Et donc ces zones riveraines autour des cours d'eau, avec le niveau de la nappe qui apparaît par ces pointillés dans ce cas-là. Donc sont des zones où on va avoir une alimentation en eau importante par la nappe d'une part, et puis quand la rivière déborde, qui va alimenter par débordement, avec une végétation riche, du fait de la présence de l'eau. Et ce type de structure, en fait, a des échelles spatiales très variables. On retrouve ce genre de structure dans des tout petits cours d'eau. On retrouve cette structure transversale dans la Bassée, et là c'est plusieurs kilomètres de large, hein, cette différence entre les berges et les coteaux crayeux qu'on a ici. Et puis on peut avoir des distances de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, si on regarde l'Amazone par exemple. Voilà. Mais c'est les mêmes processus partout, une alimentation conjointe par la nappe phréatique qui coule vers la rivière, qui est donc à faible profondeur à proximité de la rivière, et le débordement par les cours d'eau. Maintenant, ces caractéristiques-là, hydrologiques, amènent des fonctions environnementales des zones humides qui sont en fait des fonctions très importantes. Les trois premières que j'ai marquées là, rétention des eaux en période d'inondation, puisque quand l'eau déborde, elle est retardée dans son écoulement à l'aval. Ce faisant, elle protège tout ce qui se retrouve à l'aval d'une inondation plus forte. Il y a aussi une diminution de l'énergie des crues qui peut être destructrice. Donc ça, c'est une première fonction. Associé à ce stockage d'eau en période d'inondation, il y a une recharge des nappes qui est favorisée, des nappes phréatiques qui sont rechargées donc, par l'infiltration du champ d'inondation dans la nappe phréatique sous-jacente. Et le fait que le sol et les nappes des zones humides soient humectées, enfin soient enrichis au moment des inondations, contribue au soutien d'étiage en fait que les zones humides apportent à la rivière, donc la restitution d'eau après la crue, voire en période de sécheresse. Donc soutien d'étiage, l'étiage c'est le bas débit des rivières, et donc de la ressource associée en période de sécheresse. Et donc on a une régulation hydrologique par ces milieux qui sont capables d'absorber des grandes quantités d'eau d'une saison à l'autre, et c'est très important pour éviter en fait les désagréments d'avoir soit trop d'eau, soit pas assez. Maintenant, associé à ça, par la rétention de l'eau en période d'inondation, par la diminution de l'énergie du ruissellement et des crues, ça a un rôle protecteur contre l'érosion des sols. Il y a aussi au niveau des zones humides de fort stockage de carbone. Alors c'est un petit peu différent de l'érosion des sols. La raison qui permet ça, c'est que grâce à l'eau, la végétation peut pousser de manière très très importante, et que parfois aussi dans certaines zones humides, les conditions chimiques liées au fait que quand il y a beaucoup d'eau dans un milieu, souvent il n'y a pas beaucoup d'oxygène, ça diminue la dégradation de la matière organique, de la matière végétale, donc la matière se stocke plus facilement. Et c'est ce qui amène par exemple à la constitution des tourbières. Les tourbières, c'est de la matière organique très concentrée, et c'est lié au caractère humide de ces zones-là. Donc stockage de carbone, c'est bien pour plusieurs raisons.
c'est bien parce que les sols riches en carbone sont encore plus capables de stocker de l'eau. Ça, c'est une première raison. Et puis, face au changement climatique, qui est dû à un accroissement du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et bien, ça contribue à en piéger une partie.